Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 12e épisode d'Overtime NHL. On connaît maintenant les deux finalistes pour l'obtention de la Coupe Stanley cette année en NHL. Ce sera soit les Golden Knights de Vegas ou les Panthers de la Floride qui remporteront une première Coupe Stanley dans l'histoire des deux franchises. Ça promet cette grande finale. On a eu des demi-finales un peu en deux teintes, une très expéditive en 4 matchs, une autre en 6 rencontres qui s'est terminé donc dans la nuit de lundi à mardi. Les Golden Knights qui ont réussi à se qualifier en éliminant les Stars de Dallas en 6 rencontres. On aura la chance au cours de l'émission d'en parler avec notre invité de la journée, mais juste avant de l'accueillir, je vous invite évidemment à vous abonner à nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud pour ne rien manquer des différents épisodes également sur nos autres réseaux sociaux comme Twitter et Instagram. On fait toujours de la promo pour nos émissions et également on met les liens pour les regarder. Donc voilà, tout est dit. On va accueillir notre invité de la journée. C'est Danny Gélina, notre analyste hockey. Salut Danny. Oui, bonjour Jonathan. Danny, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. On va revenir sur les deux demi-finales qui ont causé en quelque sorte quelques surprises parce que je sais que nous deux, on avait mis Dallas en finale. J'avais préféré les Panthers, tu avais mis les Hurricanes. Donc, quand même, ça a été un peu à pile ou face. On va en revenir et on va commencer, Danny, avec toi, avec la finale de l'Est. Danny, ça a été la finale la plus expéditive. En 4 petites rencontres, les Panthers de la Floride qui se sont qualifiés à la grande finale. Mais, Danny, quand on regarde quand même tous les matchs de cette série-là, dans l'ensemble, a été beaucoup plus serrée que le résultat le montre. Oui, effectivement, on a vu que tous les matchs se sont joués sur des scores très serrés en prolongation. On se souvient quand même du premier match où les organismes ont déjà été vraiment mis à l'épreuve dans cette série-là parce qu'ils ont joué plus de 2 matchs. Enfin, dans ce match-là et gagné par forcément les Panthers. Et là, ben, forcément, le vent est dans le dos. Et on a quand même l'impression que les Panthers, il n'y a pas grand-chose qui peut leur arriver en ce moment. Ils sont vraiment sur un nuage. Les étoiles sont toutes alignées. Les meilleurs joueurs sont vraiment les meilleurs joueurs. Ils ont des joueurs clutch, des joueurs en français, je ne sais pas comment on dit ça, mais des joueurs qui sont capables de faire vraiment la différence dans des moments ultra clés. Et voilà, je veux dire, aujourd'hui, on peut expliquer ça comme ça. Par contre, les Hurricanes, eux, ont vraiment subi le coup de massue sur ce premier match-là. On a vu aussi Rob Brind'Amour quand même annoncer que ce match-là était très difficile à avaler. Et j'ai l'impression que ça les a un petit peu rattrapés, ça les a un peu ramenés à la réalité. Moi, j'étais un peu déçu, je dois quand même t'avouer, parce que j'ai quand même été ultra mauvais dans mon pronostic des deux demi-finales, parce que les deux équipes sont sorties. Mais je ne pouvais pas revenir sur ma décision de voir les Hurricanes et puis Dallas vraiment un peu plus haut. Mais voilà, je dirais que les Hurricanes, ils leur ont manqué un petit peu probablement le coup de rein ou je dis bien le joueur qui peut faire la différence dans un moment vraiment clé, comme Tkachuk a été capable de faire aux Panthers. Reste que pour les Hurricanes, probablement leur meilleur attaquant était absent, Andrei Svechnikov, qui n'a pas participé aux playoffs, blessé. C'est sûr et certain qu'à long terme, je pense que ça a rattrapé cette équipe qui aurait eu besoin peut-être de ce petit but ou ces petits buts qui auraient fait la différence dans ces séries-là. Et toi, comme coach, Danny, parce que, très long match, tu l'as dit, le premier s'est terminé en fin de 4e période de prolongation. Le deuxième s'est fini en fin de première période de prolongation. À chaque occasion, c'est Matthew Tkachuk des Panthers qui a tranché le débat. Mais, Danny, est-ce que c'est la pire façon de perdre? Un début de série, là, tu tires de l'arrière. En plus, à la maison, 2 fois de suite, tu perds des matchs en prolongation. Est-ce que c'est la pire façon de perdre pour une équipe? Ben écoute, tu perds l'avantage de la glace. Tu prends beaucoup d'énergie physique et mentale. Et même si moi, je dis que c'est pas la pire façon de perdre, Rob Brind'Amour l'a dit, lui. Alors, si lui, il l'a dit, les gars l'ont entendu, les gars se sont fait dire. Et du coup, en général, en play-off, on essaye de dédramatiser une défaite parce qu'on perd un point, on ne perd pas 3 points. On perd un point, on essaie de vraiment aller très, très, très vite, de passer vraiment à la prochaine. Et surtout, au niveau des analyses,
on fait des analyses très ciblées, très, très ciblées. Alors là, je parle de l'avantage numérique, je parle du désavantage numérique, je parle éventuellement, bon là, les Hurricanes perdent l'avantage de la glace, ils perdent les 2 matchs à la maison, ils s'en vont aux Panthers, ils n'ont plus l'avantage de la glace. Ils ne peuvent plus mettre les joueurs avec qui, contre qui, les joueurs de centre contre qui. Alors du coup, ils perdent énormément. C'est pour ça que l'avantage de la glace aujourd'hui n'est pas un fait de spectateur. Oui, le spectateur apporte de l'énergie, mais vous savez, lorsqu'on est un joueur professionnel et un joueur de haut niveau, en principe, je dis en principe, les joueurs adorent jouer à l'extérieur parce qu'ils adorent aller chercher l'énergie de l'équipe adverse. Alors, c'est pas tellement les spectateurs. Les joueurs adorent jouer dans une atmosphère bouillante. Ils adorent ça. Ça les dérange pas. C'est pas quelque chose qui les... Par contre, où là, ça change, c'est sur ce que tu es capable de faire sur le coaching, où tu es capable de mettre qui contre qui, la paire de défense ou le défenseur, ou si tu as remarqué que sur une ligne très importante, tu as un défenseur... mettons le défenseur à droite et l'ailier droit est un peu plus faible sur le trio, tu vas essayer de renforcer ce côté-là offensivement pour essayer de travailler le plus fort possible de ce côté-là et les mettre en situation dangereuse. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais Rob Brind'Amour, lui, a déjà parlé du match très dur à avaler, très dur à perdre, c'est la pire façon de perdre. Alors, ça, c'est comme perdre une deuxième fois. Oui. Et ben, tu l'as dit. Attention, je ne blâme pas Rob Brind'Amour. La seule chose, c'est que Rob Brind'Amour prouve encore une chose, c'est que c'est un être humain. C'est surtout un homme vraiment de cœur, un gars avec beaucoup d'empathie. Et je pense qu'il est encore un peu joueur. Puis il a parlé comme un joueur, il n'a pas parlé comme un coach. C'est ce qu'on aime aussi des anciens joueurs qui deviennent coach. Parfois, il y a l'émotion. Ils ressentent un peu ce que les joueurs ressentent aussi. Puis l'émotion sort justement en point de presse lorsqu'ils y vont de commentaires. Tu parlais de beaucoup d'énergie qui ont été mis dans les 2 premiers actes pour pas grand-chose. Hein. Au final, tu tires l'arrière 0-2, mais tu es aussi fatigué que l'équipe adverse. C'est sûr et certain que mentalement, ça doit être difficile. Et Danny, justement, en parlant de mental, moi, il y a une statistique qui m'a frappé après même avant le 4e match de la série, mais surtout après le 4e match de la série. Les Hurricanes de la Caroline, les 3 dernières fois qu'ils ont atteint la finale d'association, c'est 0 victoire et 12 défaites. Ils n'ont jamais réussi à remporter un seul match lors de finale d'association. La première fois elle date, là, c'est 2009 contre Pittsburgh. Ensuite, 2019 contre Boston. C'est l'ère actuelle de cette équipe, de cette franchise des Hurricanes de Caroline. C'est un peu le même noyau. Et évidemment, cette année, face aux Panthers de la Floride, bon, évidemment, on va mettre de côté 2009 parce que c'était pas le même groupe d'entraîneurs, c'était pas le même groupe de joueurs. Mais est-ce que tu penses que pour l'avenir, pour les prochaines saisons, si on se retrouve dans la même situation en finale d'association, est-ce que tu penses qu'à la longue, ça peut jouer mentalement d'être 0-8 pour ce groupe en finale d'association? Oui, ça peut peser parce que pas forcément dans le vestiaire, parce que les gars, c'est pas quelque chose sur lequel ils parlent tous les jours, mais il y a toujours des bons copains journalistes, spécialistes des statistiques qui vont toujours te ressortir ça dans les journaux et tu vas le voir un peu partout. Et du coup, forcément, à un moment donné, tu as les journalistes de l'équipe adverse qui vont essayer de te le mettre dans le cerveau, qui vont essayer de rentrer dans ta tête. Ça, c'est pour ça qu'on dit souvent aux joueurs, mais là, je ne sais pas si c'est possible, mais il y en a beaucoup qui le font, c'est qu'à partir du moment que les playoffs commencent, ils sortent des réseaux, ils sortent de tout ce qui est média, à part bien sûr le point presse. Mais en principe, quand tu vas jouer chez l'adversaire, la première question que le média adverse qui va te poser, est-ce que ça ne vous dérange pas d'être 0-8 en finale de conférence? C'est même pas comment tu vas, comment l'équipe va, c'est tout de suite, on essaie de rentrer dans la tête. Tout de suite. Tu vois? Ça fait partie du jeu. Oui, et tu parlais des pronostics. Cette année, je peux pas faire le malin non plus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire les malins parce que les pronostics ont été ratés par plusieurs experts. Il y a eu beaucoup de surprises quand même dans ces playoffs-là. Et d'ailleurs, on va se tourner vers la surprise de ces playoffs 2023, les Panthers de la Floride. Toi, tu avais mis les Hurricanes à Caroline. Je pense que c'est Sergei Bobrovsky et Matthew Tkachuk qui ont refusé que tu aies raison dans ton pronostic. Ils ont été exceptionnels. Tu as parlé de clutch player. Là, tu l'as très bien expliqué, des joueurs qui se lèvent à la bonne occasion, à la meilleure occasion, lors des grands moments. Matthew Tkachuk a prouvé qu'il en était un. Il a 3 buts gagnants dans cette finale. Il a participé au pointage lors de tous les matchs de cette finale d'association qui a été
très serré au niveau des scores. Il n'y a pas eu beaucoup de buts qui se sont marqués et lui a quand même réussi à obtenir des points dans chacune des 4 rencontres. Et que dire de Sergei Bobrovsky, Danny? Sergei Bobrovsky, il joue avec la pression d'avoir l'un des plus gros contrats pour un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Il a plus de 10 millions de salaire par saison. Et depuis qu'il est avec les Panthers de la Floride, c'est vraiment des montagnes russes. C'est haut et bas pour lui. Parfois, tu as des petites éclaircies où tu revois le gardien qui a gagné 2 Vézina à Columbus, mais le plus souvent, plus régulièrement, on voit un gardien qu'on ne reconnaît pas nécessairement. Peut-être un gardien qui ressemble plus au jeune gardien qui est débarqué avec les Flyers de Philadelphie il y a quelques années de cela, lorsqu'il a fait son entrée dans la NHL. Mais là, clairement, c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale en play-off. Il est exceptionnel depuis qu'il a pris la cage des Panthers. Est-ce que ça te surprend? Est-ce que tu t'attendais à revoir Sergei Bobrovsky à ce niveau de forme? Ben, moi, j'ai l'impression, et c'est pas le seul, OK? On va pas énumérer tout le monde, mais je pense que si on arriverait à faire une petite statistique chez les joueurs, les très bons joueurs, hein, OK? Gardiens ou joueurs de défense, qui rentrent en Ligue nationale de hockey, font un très, très bon début de carrière. Ça va assez bien. Ils sont vraiment dans le haut de leur performance demandée pour un jeune recrue et tout ça. Tout va bien. Et à un moment donné, lorsqu'ils sortent en général de leur contrat de recrue, qui dure 3 ans en principe, 4 s'ils n'ont pas joué la première année, hein, s'ils n'ont pas fait les 10 matchs, j'ai l'impression que le contrat qui suit est toujours un peu plus compliqué à négocier. Comme s'il y avait une pression où, malheureusement, certains tombent dans des choses qu'il ne faut pas qu'ils tombent, c'est-à-dire qu'ils ont une très mauvaise gestion de leur carrière. Et à un moment donné, quand ils ont frappé le mur puis qu'ils ont vraiment été dans le trou, et là, ils ont comme une deuxième vie parce qu'ils ont été échangés, ils ont été secoués, et puis, bon, ben, ils ont peut-être été pris en main. Puis là, ils ont une deuxième carrière qui repart. Et c'est vraiment pas le seul, Bobrovsky, qui est vraiment comme ça dans la Ligue nationale de hockey, d'avoir eu un très, très bon début de carrière, un trou noir dans le deuxième contrat ou le premier contrat pro en dehors du contrat recru. Puis après ça, ça repart. Et ça, c'est vraiment pas le premier que ça arrive. Et je crois que les joueurs, après les contrats recrues, sont souvent laissés peut-être un peu délaissés, c'est-à-dire on les laisse vivre tout seuls. Quand tu es recrue, tu vis chez un joueur vétéran ou un joueur, d'ailleurs, le père d'Akchuk à Saint-Louis avait 2 joueurs chez lui, hein, d'accord, 2 jeunes joueurs chez lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu es recrue, tu es toujours assez bien encadré. Quand tu es plus recrue, tu es un peu comme un grand garçon qui peut vivre tout seul, puis là, tu perds tes repères, puis tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Fait que Bobrovsky, je ne suis pas trop surpris parce que c'est vraiment pas le seul qui a un deuxième souffle. Tkachuk, j'ai envie de te dire que oui, il marque dans des moments clés, les gens ne vont pas me comprendre, hein, OK? Mais surtout si les jeunes qui nous écoutent. Mais j'ai l'impression qu'on a retrouvé le cousin de Dale Hunter. Un agitateur des temps modernes, gros, grand, fort, capable de à peu près tout faire, pas peur de personne, une envie de gagner comme à peu près une équipe. Je pense qu'il y en a assez pour donner à toute l'équipe, pour ceux qui n'en ont pas assez. OK, des fois, c'est trop, mais il ne faut quand même pas oublier que si les Panthers sont là aujourd'hui, c'est parce que lui, il a sorti Ullmark dans les buts à Boston. Hein, souvenez-vous de l'altercation. Ullmark est sorti de sa cage, il est sorti de ses gonds et il a perdu la série. Il a perdu le fil de la série. C'est là que tout s'est joué pour les Panthers. C'est là qu'il s'est passé quelque chose. C'est là qu'il y a eu le feu sacré. C'est là que c'est parti. Alors, Tkachuk, aujourd'hui, il n'y a pas juste un impact au niveau de la feuille de match, c'est-à-dire un but, une passe, des buts très importants, mais il y a un impact très important sur son collectif. Oui, très important. C'est vrai, et parfois en playoff, tu as juste besoin d'une petite étincelle pour que le feu prenne. Et moi, j'aime bien ton exemple justement de Tkachuk, lorsque Ullmark veut aller se battre avec lui. Il perd sa concentration à ce moment-là et c'est vrai que c'est un tournant dans la série. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, les Panthers de la Floride, depuis cette première cette altercation et cette deuxième victoire pour les Panthers dans cette série-là, c'est 11 victoires et 1 défaite pour les Panthers à leurs 12 derniers matchs. Danny, est-ce que tu crois, parce que je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses aussi,
il y a beaucoup de gens qui disent que les Panthers de la Floride ont l'aura d'une équipe championne. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu penses qu'en ce moment, les Panthers sont inarrêtables? Ben, écoute, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Maintenant, là, je ne voudrais pas aller trop vite parce qu'on n'a pas parlé de l'autre côté. Alors, du coup, on n'est pas encore rendu en haut de la pyramide. Là. Alors, du coup, parler tout de suite de la famille, de la finale, ça voudrait dire qu'on oublie ce qui se passe de l'autre côté. Moi, j'ai juste un petit dicton qui est pas toujours vrai, mais qui est à 85% vrai dans tous les sports qu'on peut voir, que ce soit dans tous les sports. C'est qu'avant d'avoir gagné une finale, faut l'avoir perdu. OK? Ouais. Et regarde l'adversaire qu'ils vont affronter. Regarde le collectif. On va en parler tout à l'heure. Il y en a un paquet qui savent ce que c'est le goût de la défaite en finale. Alors que les Panthers, la dernière finale des Panthers, c'est 1996. Donc, il n'y a aucun joueur, évidemment, de cette édition-là qui était dans l'équipe. Non. Ils ont très peu d'expérience en finale. Oui, tout est aligné pour eux, tout est là, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont sorti Boston. Là. Attends, là, c'est pas rien. Ils ont sorti les Hurricanes. Allez hop, merci, au revoir, circulé. Les Maple Leafs, ben là, il y avait. C'était pas facile de sortir les Maple Leafs, hein, d'accord? Bon, la chance qu'ils ont quand même, c'est que pour l'instant, les voyages, c'était pas mal pour eux. Hein? Ouais. On peut pas dire qu'ils ont été brûlés par les voyages. Hein? Non, ça c'est certain. Et là, en plus, ils vont avoir une longue pause. Ça, je me pose la question si ça va jouer contre ou pour eux. Parce que quand tu as le momentum comme ça, que tout roule, d'avoir une très, très longue pause comme les Panthers vont avoir, parce que la finale ne va commencer que dans la nuit du 3 au 4 juin. Mm-hmm. Donc, ça va être ce week-end. Alors qu'eux sont en congé, on va le dire comme ça, depuis la fin le milieu de la semaine dernière. Mm-hmm. Donc, c'est plus d'une semaine et demie sans jouer. Ça commence à être long pour les Panthers. C'est le rythme des matchs. Regardez le calendrier de cette finale. Ça va du 3 juin, évidemment en Amérique du Nord, ça peut aller jusqu'au 19 juin. Donc, c'est des matchs qui sont très distancés. Il y aura peu de rythme de match. Ça peut peut-être casser un peu leur momentum. Je ne sais pas si tu as un peu le même avis, mais moi, c'est ce qui me fait craindre. Tout à l'heure, qu'on soit rendu avec les deux équipes en finale, parce que ça, c'est un élément clé. C'est un élément clé d'un côté comme de l'autre. Ça va être qui va utiliser ce moment-là, c'est-à-dire celui qui est dans le rythme et celui qui va chercher son rythme et qui va répondre à ça. Ouais. Qui va répondre à ça? Ben justement, les 10 premières minutes de la première période, ils vont être et c'est là que Matthew Tkachuk prend tout son sens. C'est là qu'il doit aller faire la grosse mise en échec, le gros jeu, peut-être marquer le premier but, des trucs comme ça. C'est là où on veut voir ce genre de joueurs qui peuvent se lever. Et pour terminer sur les Panthers, on va aller justement du côté de la finale de l'Ouest ensemble, Danny. Pour terminer sur les Panthers de la Floride, c'est l'équipe qui, pendant la saison régulière, a terminé avec le moins de points pour se qualifier en play-off. Pour les Panthers de la Floride, là, c'était 92 points, 42 victoires en 82 matchs. Ils ont terminé au classement général de la Ligue nationale au 17e rang. Et ils ont sorti coup sur coup la meilleure équipe de la Ligue, 135 points, Boston, premier de la Ligue. Ils ont sorti la 4e meilleure équipe de la Ligue, avec 111 points, Toronto. Ils ont sorti la 2e meilleure équipe de la Ligue avec 113 points, la Caroline. Et là, ils vont affronter la 5e meilleure équipe de la Ligue, Vegas, qui a terminé avec 111 points, qui était la meilleure équipe de l'association de l'Ouest. C'est dire à quel point ils ont le parcours le plus compliqué qui existe, les Panthers de la Floride. Mais c'est tout à leur honneur de se rendre dans cette finale de la Coupe Stanley. Ils ne l'ont pas volé. Non, effectivement, mais c'est là qu'on dit que, après, c'est vrai que les gens disent souvent qu'on dit des phrases bateau et puis c'est un peu cliché ce qu'on dit, mais les séries éliminatoires, c'est une autre histoire. Ouais. Et puis pour gagner la Coupe Stanley ou pour gagner un titre, peu importe, ça peut être en National League, en Swiss League, en ce que tu veux, la première chose que tu dois réussir, c'est de faire les séries éliminatoires. C'est la seule et unique chose. Dans une saison, il peut se passer tellement de choses, joueurs blessés, des joueurs qui sont en méforme, et tout le mérite d'un groupe, c'est comment on prépare justement ce groupe-là au minimum, c'est-à-dire, écoute, on ne va pas user tout le monde, on va travailler pour faire les playoffs, et puis en arrivant en playoffs, on sait qu'on va avoir à peu près tout notre collectif, ou on va avoir notre collectif, il faut que tout le monde soit prêt dans notre collectif pour faire les playoffs, parce qu'on sait que c'est une nouvelle saison, une nouvelle dynamique, et puis peut-être que ça va marcher.
Ouais. Puis c'est un peu ce que les Panthers ont fait, quoi, parce que c'est vrai, c'est une équipe qui n'avait pas beaucoup de points, mais quand tu les regardes jouer aujourd'hui, ben, tout leur réussit. C'est assez incroyable. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont vraiment Et sur bon, leur ben, nuage. coaching staff, c'est pas même pas un coaching staff inexpérimenté. Paul Morris, il sait ce qu'il fait, comment il fait. Euh, je pense qu'à Winnipeg, il y en a qui doivent se poser des grosses questions parce que je ne sais pas si les gens se souviennent, mais quand il a été congédié de Winnipeg, les joueurs n'étaient pas tous très, très contents. Hein. Je ne sais pas si on se souvient, là, mais alors, Si je ouais. me trompe pas, c'est pas lui qui est parti en disant moi j'ai plus rien à faire avec cette Ouais, équipe. bon, ça, c'est parce que Ouais, c'était un peu c'est une décision commune là de. politiquement Ouais. correct parce que, ben voilà, on ne veut pas se brûler les ailes et puis on dit, OK, ben écoute, je te dis que c'est moi qui s'en va et puis tu n'oublies pas ma prime. Hein, toi, Ouais. OK? Puis voilà. Mais les joueurs n'étaient pas contents. Non, non, c'est un entraîneur tellement respecté, Paul Morris. Et on voit aussi pourquoi, avec les résultats qu'il obtient avec cette équipe des Panthers de la Floride. Danny, on va mettre l'Est de côté. On va s'en aller plus vers l'Ouest avec la finale qui opposait les Golden Knights de Vegas aux Stars de Dallas. Les Stars de Dallas, que plusieurs voyaient, dont nous deux voyaient en finale de la Coupe Stanley, ont été éliminés par les Golden Knights de Vegas. Danny, on va tout d'abord parler des Stars, défaite en 6 rencontres. J'ai été honnêtement un peu déçu de la performance des Stars. OK, les 2 premiers matchs se terminent en prolongation. Ça revient un peu à ce qu'on disait, ça se joue à des détails lors des 2 premiers matchs, mais j'ai pas aimé la réaction lors du 3e match. Oui, on a montré signe de vie lors des actes 4 et 5 du côté de Dallas, mais tout s'est complètement effondré lors de l'acte 6. J'ai pas aimé, j'ai pas été convaincu par cette équipe. Je sais pas ton sentiment par rapport à cette finale de l'Ouest. Non, ils n'ont pas sorti leur meilleur hockey. J'ai senti une équipe frustrée. J'ai senti une équipe frustrée et lors du 3e match, ben, il faut pas. On a vu ce qui s'est passé. On a vu beaucoup de frustration. Les gros joueurs n'étaient pas les meilleurs joueurs. Et il a fallu une réaction des seconds couteaux, soi-disant, pour essayer de montrer qu'on a existé dans la série. C'est vrai qu'ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin du comeback. Mais lorsqu'on voit le match numéro 6, on voit quand même que c'est une équipe qui était finalement. Personnellement, je parle, est-ce que je les avais surestimés? Peut-être. Mais ce que je n'avais pas estimé, c'est que Oettinger soit aussi pas mauvais, pas bon. Des fois oui, des fois non. C'était pas l'assurance tout risque. J'ai pas C'était trouvé pas à la hauteur l'assurance de tout son risque. talent. Ouais. Non. Alors du coup, quand tu n'as pas ton gardien, parce que c'est l'élément central, hein, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'as pas ton gardien qui est au top de son jeu et puis au top de sa forme, c'est pas compliqué. Quand tu regardes l'autre côté, le gars, je pense qu'il marche sur un nuage. Haddon Hill. Personnellement, j'ai pas une grande référence sur lui. Alors du coup, le garçon, il sort vraiment de son chapeau quelque chose de beau. Il a pris la place de Brossoit. Et puis voilà, c'est. Alors, déception, oui. Surestimé, peut-être, mais je n'avais pas estimé le fait qu'Oettinger ne réagisse pas. Qu'il fasse une première série moyenne, bon, le temps de se chauffer et puis de dire OK, les gars. Mais finalement, il n'a jamais récupéré. Il a été à peu près. Il a été régulier, moyen, Ouais. toute la série. Toutes les séries, pardon. Tu parles de frustration à l'acte 3 qu'on a vu de la part des Stars de Dallas. Pour moi, le geste de Jamie Benn a en quelque sorte sorti les Stars de cette série-là parce que si on recule, c'est en première période, les Stars tirent de l'arrière 1-0 et il entre en contact avec le capitaine des Golden Knights de Vegas, Mark Stone, qui tombe sur la patinoire. Et même s'il clame le contraire, on voit très bien le geste volontaire de Jamie Benn qui prend sa canne à 2 mains et qui lui assène un double échec directement au visage alors que Stone est déjà par terre. 5 minutes plus méconduite de match, ça ouvre la porte aux Golden Knights qui en ont profité et qui ont mis hors de portée des Stars cet acte 3 et porté la série à 0-3. Donc à 3-0 pour les Golden Knights. Et si les 2 premiers matchs étaient des rencontres qui sont terminées en prolongation, je pense que ce 3e acte-là a vraiment fait mal. Oui, il y a eu regain d'énergie par la suite,
Mais mine de rien, tu tires l'arrière 0-3, tes chances de remporter la série sont tellement faibles et c'est beaucoup d'énergie que tu mets à revenir dans cette série match après match. Oui, les clichés, ils sont véridiques match après match, mais tu sais quand même que tu es au bord du gouffre toujours. Tu as un stress, tu as une pression sur les épaules pour moi, les Stars se sont mis cette pression avec ce troisième match complètement raté. Et pour moi, c'est inacceptable de la part d'un capitaine comme Jamie Benn, ce genre de geste à ce temps-ci de l'année, en sachant l'importance de cet acte 3, retour à Dallas. On veut revenir dans cette série et dès la première période, je vais appeler ça une crampe au cerveau, un geste dangereux comme ça, volontaire. Pour moi, c'est inacceptable et c'est un peu ça qui a tourné cette série-là, alors que les Stars ont connu la finale il y a 3 ans, avaient appris, c'est une équipe expérimentée en playoff je pense pas qu'on les ait surestimés. Je pense que cette équipe-là avait tout pour gagner, mais je vais utiliser l'expression, se sont tirés dans le pied eux-mêmes. J'ai un peu ce sentiment-là, même si je veux rien enlever aux Golden Knights, je trouve quand même que les Stars avaient tout à jouer lors de l'acte 3 et se sont battus eux-mêmes. Oui, ben écoute, je pense que la pire chose pour les Stars, c'est que Jamie Benn n'a pas été suspendu 5 ou 6 matchs. Ouais. Parce que finalement, il a libéré son équipe. Et finalement, c'est là que les Stars se sont réveillés. Même si ça demande beaucoup d'énergie, il faut quand même beaucoup de mérite pour y croire et puis dire, moi j'appelle ça jouer dans l'adversité. Puis là, c'est là que tu vois les hommes. C'est là que tu vois les gars. Quand tu veux construire quelque chose, c'est là que faut que tu vois les joueurs et c'est là que tu évalues les joueurs. C'est pas quand tout va bien, mais c'est quand tu es quand tu as les 2 pieds dedans, c'est là que tu vois vraiment. Il revient au match 6, ils prennent 6-0. Motivation des Golden Knights avec le retour de Ben, on voulait un peu le faire payer peut-être, je sais pas. Je le sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, où tu as raison, c'est que Jamie Benn a vraiment fait son équipe, mais sur le match 3 et avec son retour au match 6. Et moi, je me suis amusé à réfléchir, à dire, allez, qu'est-ce que je ferais? Tu as Jamie Benn qui revient, tu as gagné 2 matchs avec un groupe, qu'est-ce que tu fais? On ne change pas une équipe qui gagne, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est Jamie Benn, on n'applique pas la règle. Ça, je me suis amusé. Et c'est pas une décision facile, là. Okay? Est-ce que c'est le C sur le maillot qui a peut-être changé la décision? Je pense que de toute façon, c'était juste le nom de Jamie Benn qui fait prendre la décision. Si tu le fais pas jouer et tu gagnes pas, le coach perd sa job. Ouais. Sûr et certain. Là, il a mis la meilleure équipe sur la glace, comme il pouvait. Il s'est un peu abrié en disant, bon, ben moi, je peux pas faire mieux. J'ai mis la meilleure équipe sur la glace. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a peut-être d'autres joueurs qui ont dit, non, putain, c'est quoi ça? C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Ouais, parce que mine de rien, en l'absence de Jamie Benn, on a vu des Ty Dellandrea également qui a marqué 2 buts dans l'acte 5, qui a procuré la victoire aux Stars. Ça, c'est un jeune joueur qui est en développement dans cette équipe. Ça tarde un petit peu parce qu'on le voyait peut-être arriver au niveau de la Ligue nationale et des premiers trios plus rapidement, mais quand même, marque 2 gros buts dans un acte important. Et là, le retour de Jamie Benn décale un peu tout le monde. Oui, puis le retour de Jamie Benn, c'était pas juste un retour, c'est tout un remaniement de trio. Ouais. Et là, pendant 2 matchs, tu as des gars qui ont travaillé fort pour essayer de créer le plus vite possible une cohésion. Puis par le Saint-Esprit, finalement, ça fonctionne pas trop mal. Il y a des joueurs qui retrouvent le chemin du filet, des joueurs de 2e, 3e trio qui trouvent le chemin du filet, Oettinger qui joue un peu mieux. Puis là, le château de cartes s'écroule. Mais à la décharge de tout le monde, tu l'as dit tout à l'heure, ça demande énormément d'énergie de jouer dans l'adversité comme ils ont fait là, c'est-à-dire de 3-0, 3-1, 3-2. Tu joues sur la ligne. Si tout va bien, là, ce que Vegas a bien fait, c'est qu'ils ont asphyxié d'entrée Dallas. OK? 1-0, 2-0. Et là, comme tu joues sur la ligne, tu bascules d'un bord puis de l'autre. Si tu bascules physiquement puis mentalement tu tiens, tu as peut-être une chance sur 2 de revenir dans ton match. Mais si tu bascules plutôt du côté mental, c'est-à-dire ton mental te lâche, parce que physiquement, les organismes, les gars sont fatigués, OK? Fait que du coup, c'est pas compliqué de manquer un peu de jus à un certain moment donné. Alors du coup, quand tu as
plus beaucoup de jus, puis tu donnes, mais ton mental te tient, tu restes debout. Tu gardes un certain équilibre. Mais alors là, quand tu perds ton mental, quand le mental commence à te lâcher, ton équilibre émotionnel et physique te lâche complet. Mais alors, t'as plus... Et c'est ce qui est arrivé hier. Hein? Les Stars n'avaient plus de répondants, ne pouvaient plus trouver la réponse. Puis l'autre côté, alors, ils étaient sur le fly, ils étaient vraiment... ils avaient leur os et puis ils l'ont jamais laissé, quoi. Ouais, les 3 buts en première période ont certainement fait très, très mal aux Stars, assurément même. Justement, on va aller du côté positif, on va aller du côté des vainqueurs, les Golden Knights de Vegas, qui vont participer à une deuxième finale de la Coupe Stanley de leur histoire, la première étant lors de leur saison d'inauguration 2017-2018. Ils avaient perdu en 5 rencontres contre les Capitals de Washington. Mais là, il reste encore 6 joueurs de cette édition qui sont dans l'équipe, dont un qui, honnêtement, Danny, est peut-être mon MVP de cette série, de cette finale d'association. C'est Jonathan Marchessault. J'ai vraiment l'impression que son tour du chapeau lors du dernier match de la demi-finale là, contre Edmonton a vraiment lancé Jonathan Marchessault pour cette finale d'association. Pour moi, il a été exceptionnel. Ça a été le meilleur joueur de cette équipe. Je ne sais pas si tu partages un peu le même avis. C'est vrai. Il joue à vraiment son meilleur niveau. Il travaille fort dans les deux sens de la patinoire. Il me fait penser à un gars... écoute, je l'ai dit tout à l'heure, fait que je vais me répéter. Il me fait penser à un gars qui a payé le prix il y a quelques années en finale, qu'il a fallu qu'il paye le prix pour comprendre comment se gagne une finale, quel type de jeu qu'il faut faire, quel type de sacrifice qu'il faut faire. Et je reviens toujours à la même chose, hein, c'est-à-dire que quand les joueurs comprennent qu'en séries éliminatoires, c'est toi qui dois être au service de l'équipe et non l'équipe à ton service, quand tu as compris ça, tu as quand même pas mal de chances d'aller chercher la Coupe Stanley. Ça, c'est une chose. Alors, je pense que des garçons comme Marchessault ont compris il y a quelques années le prix à payer pour gagner une Coupe Stanley. Et il n'est pas tout seul, hein, parce qu'il y a quelques joueurs qui font partie de ce groupe-là, le groupe inaugural, qui sont là-dedans, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même 2 joueurs de Saint-Louis qui ont gagné la Coupe Stanley avec Barbachev et Pietrangelo. C'est des gros morceaux, hein, parce que Barbachev, si je ne me trompe pas, il était centre sur la 4e ligne de Saint-Louis lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Pietrangelo, ben voilà, c'est la tour de contrôle. Et je pense que c'est lui qui va s'occuper de Tkachuk. Hein, ça, c'est une évidence, lui, au McNabb. Il va falloir un, hein, c'est sûr, mais est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur le jeu que sur Tkachuk? Ça va être une autre paire de manches. Mais dans cette équipe-là, il y a beaucoup d'expérience, positive et négative. C'est-à-dire, il y en a qui l'ont perdu, alors du coup, ils savent ce que c'est. Puis il y en a qui l'ont gagné. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, si on parle au niveau armes, je pense que Vegas a quelques armes supplémentaires que les Panthers n'ont pas. Ceci dit, est-ce que ça va suffire? Bien, forcément, on va voir. Je me suis brûlé les doigts avec les Hurricanes, alors du coup, je vais... De toute façon, je peux choisir qui je veux maintenant. Il n'y a plus aucune de mes équipes qui était censée être dans mes pronostics du début, qui est à la fin. Alors du coup... Une bonne référence pour ne pas jouer à l'euro million, ça, c'est clair. Même chose pour moi. Tu parlais des joueurs, les Original Six, on va dire ça comme ça, les 6 joueurs qui étaient de cette édition-là. Tu parlais de Marchessault qui sait ce que c'est de perdre en play-off, en demi-finale. C'est arrivé 2 fois pour les Golden Knights, parce que c'était quand même la 3e fois qu'ils se rendaient en demi-finale, ou qui se rendaient, que la saison se terminait en demi-finale. Ils se sont rendus une fois en finale de la Coupe Stanley. Donc, il sait ce que c'est de perdre en play-off. Il a élevé son jeu d'un cran. Même chose pour William Karlsson également dans le dernier match contre les Stars pour éliminer cette équipe-là et se rendre en finale de la Coupe Stanley. On a vu également William Karlsson en très grande forme. Ça a été le cas tout au long de la série. Moi, j'ai bien aimé son jeu. Je veux quand même qu'on parle parce que tu as parlé de gars qui ont de l'expérience avec Barbachev, avec Pietrangelo qui ont remporté la Coupe Stanley, des gars qui ont l'expérience d'avoir joué longtemps en play-off. Il y en a un autre qui, en contrepartie, avait aucune expérience de play-off avant le début de la série. Et moi, je le trouve franchement impressionnant. C'est Jack Eichel. Danny, est-ce que Eichel est devenu le joueur mature qui comprend ce que ça prend pour gagner? Parce qu'on le voit performer offensivement, mais aussi il est responsable défensivement. C'est un très bon premier centre pour cette équipe. Je crois que le fait d'avoir changé de vestiaire et d'avoir des nouveaux mentors autour de lui,
parce qu'il y en a plusieurs, lui a amené la maturité nécessaire. Quand tu arrives dans ton équipe où tu es drafté première ronde, tu es le grand monsieur, le tapis rouge est déroulé, tu es comme un peu trop à la maison. C'est un peu le king de la place. Alors, Trop du coup, vite. c'est pas pareil. Là, tu rentres dans un vestiaire où il y a déjà un ADN, déjà quelque chose qui est construit depuis le début. Et du coup, il y a des joueurs dans ce vestiaire-là, quand tu rentres, ils disent, attends gamin, là, quand tu rentres chez nous, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça va se passer. Puis là, c'est un peu comme un joueur, mettons un joueur suisse, qui irait jouer, un bon joueur suisse, qui joue en National League, il fait son truc, mais voilà. Puis il va jouer à l'étranger. Et c'est plus pareil, hein. Tu n'es plus le joueur suisse de la maison, là, hein. Là, tu rentres dans un autre club, tu es étranger, là. C'est plus pareil, hein. La pression est plus pareille, et puis tes responsabilités, ton rôle n'est plus le même, hein. Alors, du coup, quand tu changes de club, parfois, ça t'amène vers une autre dimension. Puis des joueurs autour de lui, on parlait tout à l'heure de Marchessault, Marchessault, Stone, même Barbachev, tu vois, je veux dire, puis des joueurs de Stevenson et tout ça, c'est tous des joueurs qui ont de l'expérience. Kessler, c'est pas rien non plus, hein, il mange chez Burger, mais le gars, il joue à NHL depuis plusieurs années, puis il n'a pas loupé beaucoup de matchs de hockey. Alors, il doit avoir une sacrée bonne raison. Il doit avoir une raison quand même. Le gars, il ne doit pas boire des canons tous les soirs pour être capable de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Il doit avoir une éthique de travail. Alors, le garçon, je pense qu'en changeant de club, il a augmenté sa maturité et il a compris le rôle et la responsabilité qu'il a dans le monde du hockey à sa valeur, à sa valeur. Puis bon, il y a des joueurs avec qui il joue bien. Alors, il rend les autres meilleurs, puis les autres le rendent meilleur. Puis bon, Après, Cassidy, on a beau dire, là, mais Cassidy, c'est pas le plus tendre qui existe non plus. ouais. Et puis, à l'entraînement, tu travailles avec Cassidy, hein. Tu bosses, hein. C'est pas que des entraînements light, hein. C'est d'ailleurs un peu ce qui l'avait, je dirais pas chassé de Boston parce qu'il avait de bonnes statistiques avec les Bruins comme entraîneur-chef. Mais les Bruins voulaient justement, son message ne passait plus. Pasternak n'aimait plus la philosophie de Bruce Cassidy. Et c'est un peu ce qui a poussé dehors Bruce Cassidy pour aller chercher un Jim Montgomery du côté de Boston qui est plus un player's coach, donc un joueur plus près de ses joueurs, un peu moins dur. Mais la méthode Cassidy a marché longtemps à Boston. Et là, pour l'instant, sa première saison marche nickel du côté de Vegas. Et lorsque on vient de parler de deux joueurs, on a nommé deux noms importants dans ces playoffs et dans cette saison des Golden Knights. On a nommé Alex Pietrangelo, on a nommé Jack Eichel. Je regardais les matchs des Golden Knights et les gens qui sont affectés à la couverture des Golden Knights disaient qu'après la défaite en demi-finale de 2019-2020, donc pas l'année COVID qu'ils avaient perdu contre les Canadiens de Montréal, mais l'autre avant, les Golden Knights avaient ciblé deux choses importantes qu'ils devaient absolument ajouter à leur équipe s'ils voulaient remporter la Coupe Stanley. C'était les deux points qu'on avait ciblés, qu'est-ce qui n'avait pas marché pour retourner en finale, et c'était un premier joueur de centre et un premier défenseur. Et c'est exactement ce qu'on est allé chercher avec Pietrangelo et avec Jack Eichel. La signature de Pietrangelo était un peu une surprise à Vegas parce qu'on se disait ils ont déjà une équipe tellement bien remplie, pourquoi être dans le derby Pietrangelo et le remporter? Finalement, on voit que ça paye. Et ça a également surpris parce qu'on se rappelle qu'ils avaient Max Pacioretty, Mark Stone, les gros attaquants du côté de Vegas, beaucoup de salaire. Et lorsque Jack Eichel est devenu sur le marché, encore une fois, Vegas est dans la course, remporte cette loterie et cette transaction-là, cette course à Jack Eichel du côté des Sabres de Buffalo. Et encore là, ça surprend un peu tout le monde, mais ils donnent raison avec leur mouvement de personnel, les Golden Knights de Vegas, avec deux éléments importants en Jack Eichel et Alex Pietrangelo. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais en allant chercher Pietrangelo, tu dois faire le nettoyage, hein, avec l'échelle salariale, tu dois équilibrer. Ben, ils avaient leur idée. Nate Smith et tout ça, tu vois, ils avaient dans l'idée un peu de commencer à construire leur défensive un peu différemment, faire un puzzle de nos couleurs, de quelque chose de différent, et de la construire avec peut-être... Ils avaient trop de skills, pas assez de physique, de présence physique. Alors du coup, ils ont essayé d'équilibrer, qui on garde sur le plan technique, au niveau skill pour nos défenseurs. Puis après, qui on peut aller chercher comme corps arrière, expérimenté
est capable d'apporter de l'offensive, mais pas forcément comme un Kyle McCarr ou quoi que ce soit, mais il peut apporter une certaine offensive surprenante parfois, parce que des fois, il va se retrouver devant le but, on ne sait pas pourquoi. C'est un gars qui aime ça parce que c'est un grand bonhomme, un grand monsieur. Alors du coup, ça permet de faire un peu une reconstruction. Par contre, le directeur général doit penser. Hein, quand tu vas chercher un joueur comme ça, tu dois avoir des visions. Là, tu joues aux échecs, mais avec 3 ou 4 coups d'avance, hein, parce que c'est très dur. Puis avec Jack Eichel, ben là, la question se pose, s'il est sur le marché, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans la prochaine année, quand on va être capable d'aller chercher un joueur de ce niveau-là, est-ce qu'il va en avoir un sur le marché qui va nous correspondre? Et là, si tu te dis, c'est un gros risque, tu regardes le marché, hein, tu regardes les joueurs autonomes, tu dis, ah, non, il n'y aura pas, ça c'est une occasion en or. OK, tu prends 1 année ou 2 d'avance sur ton plan de reconstruction, puis tu te dis, ben, écoute, là, je ne peux pas laisser passer le train. Si je laisse passer le train, il va être trop tard. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un énorme puzzle pour le directeur général. Des fois, on ne comprend pas toujours, mais pour comprendre, il faut toujours avoir tous les éléments. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on spécule beaucoup, nous, puis nous, on dit souvent des yaka, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça. Mais on n'a pas tous les éléments, puis le directeur général, lui, il a son papier devant lui, il a ses prédictions sur des 3, 4, 5 prochaines années avec les joueurs, les contrats qui sont un peu plus à long terme maintenant. Puis tu regardes puis sur qui tu veux construire ton offensive, sur qui tu veux construire ta défensive et avec qui tu veux avoir comme gardien de but. Puis là, tu essaies d'avoir ta colonne vertébrale. Puis, il arrive un Jack Eichel sur le marché. Tu fais quoi? Tu dis, ah non, moi, mon papier est fait, je l'ai fait, j'ai payé beaucoup de temps pour faire mon papier, puis j'y touche pas. Ou tu dis, écoute, non, je dois être vraiment réactif au marché et ben, je dois savoir ce que je veux faire, où je vais aller, mais là, je suis obligé d'aller plus vite que prévu. Ouais. Pas évident, hein? Non, et justement, il y a des décisions qui n'étaient pas les décisions les plus populaires que le directeur sportif à Vegas a prises, que ce soit Marc-André Fleury de le donner à Chicago, Max Pacioretty de le donner en Caroline. C'est pas les décisions qui faisaient le plus plaisir aux partisans, ni à la sphère hockey, disons-le comme ça, parce que c'était des joueurs établis avec une bonne réputation, de longs contrats, mais on décide quand même de les jeter comme ça pour faire de la place justement aux éléments qu'on a ciblés, qu'on voulait absolument dans l'équipe si on voulait un club champion. On va en parler de cette finale, Danny, entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas. On l'a dit, donc très longue pause entre le début, entre la fin de ces demi-finales et le début de la finale. Si la demi-finale entre Vegas et Dallas s'est terminée en 4 ou 5 rencontres, on devançait le premier match de la finale, mais comme cet affrontement entre les Stars et les Golden Knights s'est rendu en 6 matchs, on a décidé donc de garder la date du 3 juin pour commencer les playoffs. La finale, évidemment, ici, ce sera dans la nuit du 3 au 4 juin. La longue pause, tu l'as dit, Danny, les 10 premières minutes du premier match vont être très importantes pour donner le rythme aussi de cette finale-là. Mais quand tu regardes les deux effectifs, quand tu regardes le parcours en playoff de ces deux équipes-là, est-ce que tu es capable de voir un potentiel champion? Est-ce que tu es capable de voir un avantage d'un côté ou de l'autre entre ces deux équipes, ou si tu vois vraiment un gros duel de choc, deux équipes qui ont tout ce qu'il faut pour remporter cette finale? Écoute, dans un premier temps, je pense qu'on a une finale qui est assez ouverte. Je pense qu'on a 2 finalistes, non pas du même niveau, parce qu'ils ont chacun leurs qualités, leurs défauts, mais s'ils sont là, c'est qu'il y a une très bonne raison. Mais, tu sais, des fois, tu as vraiment un décalage qui peut s'établir, et puis tu peux établir un favori et un challenger. Là, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert comme pronostic. Par contre, après, si on fait un plus-moins, je reviens sur 2 ou 3 détails pour moi qui peuvent parler pour un ou plus pour l'autre. Aujourd'hui, moi, le rythme est dans les jambes de Vegas. OK? L'expérience de l'événement, qui est une finale de la Ligue nationale de hockey, la Coupe Stanley, est du côté de Vegas. OK? Mais en disant ça, je peux dire que, je vais juste regarder pour ne pas me tromper, mais Hayden Hill, il ne sait pas ce que c'est, lui. Non. Alors, tous les gars devant lui le savent. Alors, est-ce que les joueurs vont jouer pour lui? Est-ce que les joueurs vont travailler pour lui? Est-ce que ça veut dire que, en principe, Vegas, s'ils veulent jouer pour Hayden Hill, ça veut dire que Vegas va faire une pression d'enfer. Ils vont essayer d'éloigner le jeu le plus loin possible pour laisser le temps à Hayden Hill de rentrer dans sa finale.
Ils ne voudront certainement pas que les Panthers mettent sous pression le gardien dans le cas où ça pourrait tourner. Parce que là, si tu prends les deux côtés, hein, les Panthers, Bobrovsky et Adin Hill, même si Adin Hill fait des bonnes séries éliminatoires, aujourd'hui, c'est 1-0 Bobrovsky, les Panthers. Et ça, Vegas le sait, et je pense que Vegas va s'arranger pour vraiment mettre le jeu le plus loin possible. Du coup, en profitant du fait qu'éventuellement, les joueurs, ça va faire une dizaine de jours qui ne se sont pas fait secouer sur le bord d'une balustrade, travailler dans les duels sérieux. Parce que oui, tu le fais aux entraînements, mais les gars ne vont pas aller se blesser. Tu sais, ils ne vont pas blesser leurs coéquipiers et tout ça. Puis tu ne vas pas chercher des sparring partners. Je sais pas, mais tu vas pas chercher des gars à l'extérieur pour venir te taper dessus. Tu vois, je veux dire, ça manque un peu le travail de fond, d'intensité, de hargne dans les coins, dans les duels, dans le deuxième coup de patin rapide pour aller chercher, les virages plus serrés. En fait, tu vois, tout ce qui peut amener la vision, c'est-à-dire, ça va vite, tu vois. Et là, tu rajoutes ça à l'événement, avantage Vegas. Avantage Vegas. Attention à la première période pour les Panthers. Les 10 premières minutes, première période des Panthers. OK? Et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir qui c'est qui va prendre la rondelle en premier et qui c'est qui va mettre la pression sur l'adversaire en premier, puis qui c'est qui va essayer de l'étouffer le plus longtemps possible, sans pour autant aller chercher le but. Hein? Sans pour autant aller chercher le but. Hein? Ils vont juste aller essayer de jouer loin de sa cage, loin de son but, frustrer les joueurs, c'est-à-dire que quand, si tu prends Tkachuk ou Marchessault, si les gars, après 3-4 chiffres, 3-4 présences sur la glace, ils n'ont pas traversé la ligne rouge, ou la seule fois qu'ils ont traversé la ligne rouge, c'est pour mettre la rondelle au fond et changer, les joueurs rentrent sur le banc, mais frustrés, mais alors tu ne peux même pas t'imaginer. Ça, c'est une des premières choses qu'on essaye de faire. Tu n'essayes pas de marquer. Si tu as la possibilité, tu y vas, mais tu ne vas pas essayer de forcer les jeux. Ce que tu vas essayer de faire, c'est de forcer les joueurs qui doivent attaquer à défendre, à défendre, à défendre, à jouer dans la mauvaise zone, à jouer dans la mauvaise zone, à travailler. Parce que forcément, un Marchessault, par exemple, Eichel, Carlson, c'est des gars qui veulent le puck pour jouer. Ils ne veulent pas travailler. Travailler, c'est la défense. Ils ne veulent pas travailler toute la soirée. Ils veulent jouer. Donnez-moi la galette, donne-moi le puck, je vais aller jouer. Et ça, quand ils rentrent au banc, puis ça fait 3-4 présences qui n'ont pas pu faire du jeu, ils rentrent au banc, puis là, tu les frustres. Et là, si le gars il peut capituler et il peut tourner du mauvais côté, et là, tu le sors de son match, et là, il fait son mauvais match. C'est intéressant, Danny. On va terminer avec les pronostics. Et j'ai un dernier petit mini-sujet à discuter après, mais moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression que la profondeur de banc est à l'avantage des Golden Knights, mais en ce moment, le momentum, même si c'est une nouvelle série, techniquement, le momentum n'existe plus, mais le parcours en playoff est à l'avantage des Panthers. Ce sera très intéressant. Honnêtement, je pense qu'on va avoir une finale très spectaculaire et très intéressante parce que oui, le jeu physique des Panthers peut embêter les équipes de l'Est, mais les équipes de l'Ouest sont capables de répondre. Les Golden Knights ont du répondant au niveau physique. Donc, je pense que ça va vraiment être un très bon duel de titans. Si tu as un champion à nous donner, ce serait qui? Moi, je suis tellement mauvais, alors les gens, il faut qu'ils m'écoutent. Alors, il faut qu'ils prennent tous à l'envers de moi. Alors, écoute, moi, pour être franc avec toi, Vegas en a déjà perdu une il n'y a pas très longtemps. Je pense que ce serait beau d'avoir Vegas. Puis je pense que pour la NHL, c'est vrai. Mais pour le hockey sur glace, c'est vrai qu'une victoire en Floride pourrait éventuellement faire du bien à la NHL. Mais je viens avec Vegas. Ben écoute, moi Alors, je tout vais... le monde prend Floride. Hein? Tout le monde prend Floride. Je vais prendre Florida exactement pour ça. Non, mais je pense qu'honnêtement, c'est pile ou face cette finale-là. On va voir rapidement qui dicte le plus le jeu dans cette série-là, mais les Panthers l'ont prouvé qu'ils sont capables de revenir dans une série, même s'ils tirent de l'arrière en première ronde contre Boston. Vegas, qui fait preuve de caractère aussi contre les Stars. Ça sera très, très intéressant. Et dans les buts que ça va jouer. Ouais. Moi, je pense que dans les buts, il y a une grosse cote. Il y a une grosse cote qui se joue au niveau des gardiens de but. Grosse cote. C'est vrai que si Bobrovsky est à la hauteur qu'il a été depuis le début des playoffs, ça va être compliqué pour les Golden Knights parce que Oettinger a sous-performé, mais Bobrovsky, lui, surperforme. Donc, c'est vrai que ça peut vraiment dicter la finale. Si je te donne, après, évidemment, 3 rondes, ton MVP, que ce soit du côté des Panthers ou des Golden Knights, qui serait ton MVP? Tkachuk, c'est vrai que Bobrovsky a été très solide. Je ne peux rien dire là-dessus. Il n'y a
Il n'y a pas, mais Tkachuk est l'élément clé et déterminant de la série. Puis il est fatigant, il attire beaucoup l'attention. Quand il vient sur la glace, il y a déjà les warnings, les joueurs, Tkachuk. Le cœur et l'âme de cette équipe, c'est vrai. J'ai vraiment l'impression que les Panthers ont l'identité de Matthew Tkachuk en ce moment. C'est oui. Collé. On mettrait le visage de Matthew Tkachuk au lieu de la panthère sur le maillot et ce serait juste. On n'est pas avec le secret des dieux, mais en tout cas, je pense que les gars sont tous prêts à partir à la guerre avec lui. Ouais. Moi, je serais même... C'est-à-dire, un bon capitaine, il arrive à amener tout le monde, dans le bon sillage. Et ce que tu veux, c'est pas avoir juste des suiveurs. Tu vois, les gars, ils disent, oh, ben, il s'en va là-bas, on va le suivre. Non, quand tu suis une personne, tu le suis avec conviction. Et je pense qu'aujourd'hui, Floride suit son capitaine avec conviction. Moi, j'irais même plus loin. Je pense que même si les Panthers s'inclinent en finale, j'ai quand même l'impression que ce sera Matthew Tkachuk qui va avoir le Conn Smythe. Je vous dis ça. Ça dépend, parce que si Marchessault fait la finale, s'il fait la grosse finale, s'il reste... Admettons que c'est Vegas qui gagne, puis Marchessault est déterminant, ça pourrait peut-être être le croche-patte à Tkachuk. Peut-être. Par contre, si c'est un peu, ballon, je pense que Tkachuk reste... vainqueur ou non. Oui. Très intéressant. Dernier sujet, Danny, rapidement. On est obligé d'en parler et je veux pas enlever tout le mérite qu'ont les Golden Knights de se rendre dans cette finale, mais on vit la même situation qu'il y a 2 ans avec le Lightning de Tampa Bay, c'est-à-dire un joueur vedette qui rate toute la saison, qui est sur la liste des blessés à long terme, donc son salaire qui n'est pas calculé dans la masse salariale. Et comme en playoff, la masse salariale ne compte plus, le joueur revient. Et si on prend la masse salariale en ce moment des Golden Knights de Vegas, tout comme le Lightning de Tampa Bay, lorsque Kucherov est revenu, on dépasse beaucoup la masse salariale. C'est un avantage, évidemment, pour que ce soit pour les Golden Knights cette année. C'était un avantage pour le Lightning il y a quelques saisons. Est-ce que tu t'attends, Danny, à voir la Ligue nationale changer ce règlement à l'avenir pour éviter ce genre de situation? Parce que là, ça commence à se répéter gentiment. Oui, ben écoute, Brisebois l'a bien compris et il a bien travaillé avec le Lightning pendant 2-3 ans. Les Hurricanes, je pense qu'il y avait ils souhaitaient qu'éventuellement ça puisse aussi fonctionner pour eux, avec leurs joueurs vedettes, attaquants vedettes. Là maintenant, c'est Vegas qui en bénéficie. C'est quand même un risque parce qu'il te faut quand même la profondeur de banc nécessaire pour faire les playoffs et puis te rendre jusque-là. Mais c'est un risque. Mais le problème, c'est que la Ligue nationale de hockey, c'est quand même les équipes et les gouverneurs et puis tout ce monde-là qui décide. Alors, je ne sais pas s'ils vont se tirer une balle dans le pied en disant, bon, on va s'enlever une possibilité d'améliorer notre équipe pour les playoffs. Je ne suis pas sûr que... Tu vois, c'est un peu un couteau à double tranchant, là. Est-ce qu'on va se tirer une balle dans le pied en disant, ben écoute, le joueur est blessé, tout joueur blessé qui ne revient pas avant les playoffs ne peut pas jouer? Ce serait moins vendeur pour la NHL aussi. Ben, si, par exemple... moins vendeur, et puis moi, je soupçonnerais qu'on forcerait des joueurs à venir blessés. Ouais. Mettons que le joueur est juste à 80%. Ben écoute, ton 80%, c'est mieux que le 100% de l'autre. Alors du coup, tu reviens et tu joues blessé. Et là, on irait contre l'éthique sportive et de la santé du joueur. Ouais. J'avoue que je sais pas, ouais. Je sais pas trop comment tourner ça parce que la Ligue nationale de hockey, c'est très particulier hein, comme règlement. Et ce qu'ils font, c'est une entreprise hein, finalement. Puis toutes les équipes font partie de l'entreprise. Alors du coup, non, moi je pense pas qu'ils vont changer. Pas tout de suite en tout cas. Non, c'est intéressant parce que... Ou ils vont mettre un pourcentage. Ouais. Moi je trouve intéressant parce que, tu vois, ils ont quand même adapté une partie du règlement. Si à la date limite des transactions, tu fais l'acquisition d'un joueur qui est sur la liste des blessures à long terme et qui veut revenir en playoff, mais qui n'a pas joué avec ton équipe en saison, c'est interdit. Donc, on a déjà adapté certaines règles. On achète 3 joueurs blessés et puis... en espérant qu'ils reviennent pour les playoffs. Mais parce que tu dis, c'est vrai, ce sont les gouverneurs, ce sont les équipes qui vont finir par décider aussi, à moins que Gary Bettman mette son veto.
Mais reste que ça a avantagé dans les dernières années 2 équipes, mais il y en a 30 autres qui sont un peu pénalisées par ça, surtout celles qui ont affronté ces équipes avantagées. Donc, ce serait intéressant de voir si à la longue, on va décider de changer ce règlement et peut-être de garder un certain plafond salarial. Est-ce qu'on peut adapter le plafond salarial en play-off? Est-ce qu'on peut... Ce qu'il faudrait arrêter, c'est d'échanger des joueurs qui sont blessés de chez blessés et on sait que de toute façon, ils sont terminés, mais comme il reste 3 ans de contrat, on se les échange et puis on les place sur les listes de blessés, mais ils ne vont jamais jouer. En Arizona. Donc, ça te permet d'augmenter ta masse salariale parce que tu peux aller chercher d'autres joueurs. Ça, je pense que quand un joueur est blessé de ce type-là, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Là, le cimetière à contrat des Coyotes de l'Arizona, c'est vrai que c'est rendu beaucoup trop maintenant. Exact. Mais là, Danny... pas cimetière là-bas. Là. Ouais. Danny Gélina, merci beaucoup d'avoir fait cet overtime avec nous. J'ai une mauvaise nouvelle quand même à annoncer à nos auditeurs. On a appris il y a quelques jours à peine qu'on ne commenterait pas en français la finale de la Coupe Stanley. Ce sera donc en commentaires originaux anglophones. Par contre, tous les matchs seront diffusés le lendemain soir en version un peu condensée, donc sans les power breaks, sans les pauses entre les périodes. Donc, vous ne manquerez rien quand même de cette finale de la Coupe Stanley. Donc, à diffuser intégralement sur MySports en commentaire anglophone. Et nous, on va se dire à tout bientôt. On va refaire un Overtime NHL, le 13e de la saison, un bilan de ces playoffs et de cette finale. Danny Gélina, merci encore et à très bientôt sur MySports. Bonne finale. Bonne finale. Bye-bye.